question, Dr Kapandji, c'est vous êtes parti de zéro dans l'apprentissage de l'anatomie fonctionnelle, de la biomécanique. Quelles ont été les difficultés principales que vous avez rencontrées vous-même et comment vous avez surmonté ces difficultés-là? Parce qu'on sait bien qu'un bon enseignant, c'est toujours un élève également et un étudiant qui rencontre des difficultés et quand on les rencontre correctement, on les surmonte. La biomécanique, les difficultés, c'est qu'il y a des gens qui se sont ingéniés à compliquer la biomécanique avec des équations. Et je pense que pour comprendre la biomécanique, il faut simplement voir comment ça fonctionne. Et je suis étonné que... Alors, il y a des gens qui m'ont dit ah, c'est dommage que vos dessins n'illustrent pas mon texte. Et ça, c'est parce que les gens, comme je vous ai expliqué au début, ils font d'abord un texte et ils cherchent un illustrateur pour faire comprendre. Parce que c'est totalement différent. Commencer par faire les dessins, il faut que le dessin soit déjà parlant en lui-même. Et le texte n'est là que pour donner des compléments. Donc, les seules équations qui existent dans mes livres, c'est donc qu'est-ce que la biomécanique? C'est les équations d'équilibre des leviers. Ça, c'est très, très important. Et c'est Archimède qui a trouvé ça. Archimède a dit une phrase qui m'a été enseignée par mon grand-père chevalier de français, parce que j'ai un grand-père turc aussi, parce que mon origine, mon père était turc. Mais ça ne se voit pas là pour moi. Non. Alors, mon grand-père était un adepte de Pythagore. Alors, tout le monde connaît Pythagore en tant que géomètre et mathématicien. En réalité, Pythagore était un philosophe. Et c'était même le premier philosophe, et c'est lui qui a inventé le mot de philosophie. C'est lui qui a inventé les philosophes. Les philosophes, c'est ceux qui sont amoureux de la sagesse. Sophia, en grec, c'est la sagesse. C'est Zophie. Et phil, c'est celui qui est amoureux. Donc, amoureux de la sagesse. C'est lui qui a inventé ça. Et on ne sait pas que c'est Pythagore qui a inventé ça. Donc, il est à la base de la philosophie, bien avant Socrate et bien avant Aristote et tous les autres. Il faut connaître Pythagore. Un jour, j'écrirai un livre sur Pythagore. Alors, il a dit deux choses très importantes, et c'est ce que je voulais vous dire. Il a dit « tout est harmonie dans la nature ». Alors ça veut dire que tout s'emboîte parfaitement pour un fonctionnement bien huilé. Et il a dit une autre chose qu'on commence à découvrir maintenant, tout est nombre dans la nature. Tout est nombre. Et ça, c'est vrai, tout se traduit mathématiquement par des équations, tout est nombre dans la nature. Et ça, on le découvre maintenant. C'était un homme... il avait un côté qui n'était pas très chouette quand même, c'est qu'il pensait que le pouvoir devait être exercé uniquement par les gens instruits et les savants. Donc il était antidémocrate. Et dans sa ville, il était en but avec la ville voisine qui s'appelait Sybaris. Et vous connaissez les Sybarites. Les Sybarites, c'était des gens qui aimaient la joie de vivre, le plaisir et la démocratie. Et alors, il y a eu la guerre entre Sybaris et Crotone. Crotone, c'était la ville de Pythagore. Bon, ça déborde un petit peu de la biomécanique, mais c'est de la philo. Il faut s'intéresser à la philo. On trouve des tas de choses dans la philo. Et la mythologie grecque aussi. Monsieur Kapandji, on va vous interrompre parce qu'il y a des questions qui arrivent. J'ai une question, c'est vous avez fait donc depuis 50 ans, vous faites des dessins
remarquable en 2 dimensions, donc pour représenter les trois dimensions. Que pensez-vous des outils maintenant numériques modernes qui permettent de reconstituer cette 3e dimension? Est-ce que pour vous, c'est un progrès qui vous permet de mieux connaître cette science qu'est la biomécanique, ou c'est quelque chose qui fait qu'il va nous manquer quelque chose si on se prive du dessin 2 dimensions? Et il ne faut pas parler seulement des 3 dimensions, il faut parler des 4 dimensions. En réalité, la biomécanique, c'est l'histoire de la locomotion. La locomotion, c'est le mouvement, et le mouvement est indispensable pour que ça bouge. Si vous faites un univers avec 3 dimensions seulement, sans le temps, tout est figé. Donc c'est le génie d'Einstein d'avoir compris qu'on ne pouvait pas parler d'espace sans parler de temps en même temps. C'est fondamental. Le temps, c'est le mouvement. S'il n'y a pas de temps, il n'y a pas de mouvement. Alors les 3 dimensions, évidemment maintenant avec la vidéo, on peut faire beaucoup de choses. Mais au moment où j'ai fait mes livres, il n'y avait pas cette possibilité. Et j'ai expliqué, tant que possible, la 3e dimension par mes dessins. Et là, j'ai eu la chance, justement, d'être le fils d'une artiste peintre qui m'a appris à dessiner. Donc, c'est une conjonction rare, évidemment, mais chaque être humain est unique. Comme disait Pierre Dac, il est unique. Du coup, moi, ça m'amène une autre question. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un niveau d'évolution, de maturation, ou est-ce que vous voyez quelque chose en termes d'évolution future? Qu'est-ce que vous pouvez vous imaginer? Parce qu'il y a aussi tout ce côté... Écoutez, bon, on sait qu'on a un appendice iléocécal qui ne sert à rien. C'est un résidu d'évolution. Il y a des tas de choses qui prouvent que l'être humain a évolué considérablement. Vous savez qu'une des caractéristiques de l'être humain, c'est qu'il a des muscles fessiers plus puissants que les singes, parce qu'il se tient debout. C'est une caractéristique de l'homme et de la femme d'avoir des fessiers développés. Bon, alors, mais ce que je voulais dire, c'est que dans l'évolution, il y a quelqu'un qui a eu quand même une vision, c'est un homme qui s'appelle Teilhard de Chardin. Je ne sais pas si vous connaissez Teilhard de Chardin. C'était un jésuite qui faisait de l'anthropologie. Et lui s'est beaucoup intéressé aux fossiles. Et il a pensé, ça c'est dans son livre qui s'appelle « Le phénomène humain », il a pensé que l'homme n'évoluerait plus sur le plan physique. Bon, ça c'est son appréciation. D'ailleurs, c'est très difficile de savoir si l'homme évolue encore, parce que l'évolution, ça se déroule sur des siècles et des siècles. Donc, c'est difficile de savoir si on va encore évoluer. Par contre, il pensait que l'homme évoluerait sur le plan intellectuel, et il a inventé 2 choses, c'est ce que je racontais à mes amis à midi, il a inventé 2 choses extraordinaires, comme clairvoyance. Il a inventé la noosphère en 1928 et le point oméga. Alors, la noosphère, je ne sais pas si vous comprenez exactement de quoi il s'agit. Il dit que la Terre est enroulée, est entourée d'atmosphère, de stratosphère, d'ionosphère, et puis qu'il y a une autre sphère qui entoure la Terre d'une façon invisible, qui est la sphère de l'esprit. Noos, en grec, c'est l'esprit. Et il a inventé en 1928 quelque chose qui maintenant est banal, c'est-à-dire l'Internet. L'Internet, c'est la sphère de l'esprit. Vous trouvez tout sur Internet. Quand on écrit un livre, on n'a plus besoin d'aller dans une bibliothèque pour faire des recherches.
il suffit d'avoir Internet chez soi. Donc l'Internet, c'est une invention de Teilhard de Chardin. Et il a inventé une autre idée qui, lui, il était jésuite. Donc il a inventé le point oméga, c'est la convergence de l'humanité dans l'amour du Christ. Bon, ça c'est religieux. Mais si vous prenez le côté laïque du point oméga, le côté laïque du point oméga, c'est une notion importante qui prouve que si l'humanité arrive à s'aimer les uns les autres, on arrivera à une convergence vers un point d'amour universel où il n'y aura plus ni guerre ni révolution. Voilà. Alors ça, évidemment, c'est très théorique. C'est une notion qui, pour lui, était une notion religieuse, mais que, pour un laïc, on peut aussi prendre en compte parce que l'amour universel... Alors, je vais encore faire de la philosophie. Est-ce que vous savez ce qu'on entend par agapé? Ah, il y en a un qui connaît l'agapé. En français, on ne connaît pas l'agapé, on connaît les agapes. Alors, les agapes, c'est vraiment la caricature de l'agapé. Les agapes, c'est une réunion où on discute, c'est la grande bouffe, et puis on discute, on se reçoit. Et en réalité, c'est la grande bouffe, les agapes. Tandis que chez les Grecs, l'agapé, c'était une réunion où on parlait philosophie, et l'agapé, pour les Grecs, c'était l'amour sans retour. Les Grecs ont trois sortes d'amour. L'amour sexuel, l'éros, c'est l'amour prédateur. Il prend, il ne donne pas. Vous avez la philia, qui est l'amitié, qui est l'amour partagé. Et vous avez l'agapé, retenez bien ce mot, qui est l'amour sans retour, sans esprit de retour. On n'attend pas quelqu'un qu'on aime d'agapé. Et ça, c'est quelque chose maintenant qui est à la base de toutes les organisations extra-gouvernementales qui vont aider les gens à s'en sortir, à s'améliorer et qui donnent de leur temps et de leur amour universel sans attendre de retour. Et puis l'amour aussi pour les gens qui sont religieux, l'agapé, c'est l'amour qu'on donne à Dieu parce qu'on n'attend rien en retour. Voilà. Alors j'ai une question. Vous avez parlé d'Internet avec toute la quantité d'informations aujourd'hui disponibles. Quels conseils vous pourriez donner à nos étudiants pour qu'ils apprennent à apprendre correctement? Parce que là, on est dans vraiment les guider à bien apprendre et à choisir les bonnes références entre les livres, entre le numérique. Non, mais je conçois que ça soit difficile de naviguer sur Internet. Pour que ça soit bénéfique, il faut partir avec une idée, une question, et pas se laisser entraîner par tout. Parce que vous avez des bifurcations à chaque instant. À chaque instant, dans une explication, on va vous dire « Ah, mais ça dépend aussi de ça et de ça ». Donc, si vous travaillez pour vous documenter sur Internet, il faut rester sur la question que vous avez posée. Et là, vous avez une quantité de choses incroyables. Vous avez les propositions et les contre-propositions. Alors, vous pouvez vous faire une idée personnelle. C'est comme si vous alliez dans une bibliothèque. C'est pour ça que je dis maintenant que grâce à la noosphère de Teilhard, on ne peut plus brûler la bibliothèque d'Alexandrie. Est-ce que vous avez appris ça en histoire? La bibliothèque d'Alexandrie, où il y avait tous les livres connus, a brûlé un jour d'une façon, paraît-il, accidentelle, et a détruit des trésors de connaissances. Et vous savez comment les gens d'Alexandrie ont acquis cette bibliothèque? Chaque bateau qui arrivait dans le port d'Alexandrie devait donner tous ses livres qui étaient copiés à la bibliothèque. Et on leur rendait leurs livres après. Mais c'était une connaissance universelle, la bibliothèque d'Alexandrie. Et maintenant, c'est dans Internet. Donc, Internet, on peut passer des journées. Et c'est ça qui est dangereux. Parce que vous enlisez, alors qu'il faut partir avec un
un objectif et rester sur l'objectif. Mais vous notez au passage les voies de bifurcation et un autre jour, vous pouvez aller sur d'autres voies de bifurcation. Ça, c'est la manière d'utiliser Internet. J'ai écrit tous mes livres chez moi, grâce à Internet. J'avais horreur de fréquenter les bibliothèques, parce qu'il fallait quand même avoir passé, avoir la cote, etc., demander le bouquin, attendre qu'il arrive, après, il fallait se dépêcher de le copier, et après, il fallait le rendre. Alors, avec Internet, vous l'avez chez vous.